Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration de sources. Aujourd'hui, on va décortiquer une étude scientifique assez pointue. L'idée, c'est d'en extraire les infos clés. Notre mission, si on peut dire, comprendre comment optimiser l'entraînement par intervalle à haute intensité, le fameux HIIT, quoi. Mais spécifiquement chez les footballeurs universitaires. Le foot moderne, ça demande des efforts intenses, répétés, explosifs même. Mais la question, c'est comment être sûr que l'entraînement profite à tous les joueurs et de manière similaire. C'est un peu ça le cœur du problème soulevé par notre source. Alors, la source en question, c'est un article, le titre Modified Sprint Interval Intervention produces lower intersubject variability in physiological and performance adaptations across collegiate soccer players, publié dans le Journal of Sports Science and Medicine. C'est tout récent, décembre 2025. Volume 24, page 839 à 850. Les auteurs sont Qiang Peng, Zheng Zhang, Liang Gao, Hui Zhang et Yu Liu. On va donc regarder de près avec notre experte comment cette recherche a comparé différentes méthodes de 8AIT et surtout, est-ce qu'il y en a une qui sort du lot pour des gains plus homogènes dans une équipe. Bonjour. Oui, c'est effectivement un vrai défi pour les préparateurs physiques, ça. Le foot, c'est complexe. Il faut de l'aérobie pour l'endurance, la récup, et de l'anaérobie pour les actions qui font la différence. Les sprints, les changements de direction, les sauts. Le HIIT, c'est un super outil pour travailler les deux en même temps, c'est clair. Mais voilà, le problème, c'est souvent cette grande variabilité entre les joueurs. Un même programme, ça peut cartonner pour l'un et beaucoup moins pour l'autre. Donc trouver la méthode qui réduit cet écart tout en boostant les perfs pour tout le monde, c'est un peu le Graal, oui. Alors, allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. L'étude de Peng et son équipe, elle compare 3 protocoles de HIIT. Pendant 7 semaines. Vous pouvez nous présenter ces 3 approches. Oui, bien sûr. Alors, l'étude a inclus 30 joueurs de foot universitaires, des hommes avec entre 4 et 6 ans d'expérience. Ils ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe, c'était un HIIT basé sur la vitesse aérobie maximale, hein, la MAS. La MAS, pour rappel, c'est la vitesse la plus basse où on atteint sa VO2 max, sa consommation maximale d'oxygène. C'est très classique comme méthode pour calibrer l'intensité. Pour ce groupe, qu'ils ont appelé MASH HIIT, l'intensité visée, c'était 130% de leur MS perso. D'accord, l'approche classique qu'on peut dire. Et les alternatives testées, c'était quoi? Et une méthode basée sur la réserve de vitesse anaérobie, l'ASR. L'ASR, en gros, c'est l'écart entre la vitesse de sprint maximale d'un joueur, sa MSS, et sa masse. Donc ASR égale MSS moins MAS. L'idée derrière, c'est que l'ASR reflète mieux la capacité anaérobie de chacun. Et donc, ça permettrait de prescrire plus finement les efforts très intenses, ceux au-delà de la masse. Pour ce groupe ASR-IIT, l'intensité, c'était leur MAS plus 30% de leur ASR. On note ça, delta pour 130 ASR. Le but, c'était vraiment une meilleure individualisation. Plus personnalisé donc. Ça prend en compte à la fois l'endurance via la MAS et la vitesse pure via la MSS. Intéressant. Et la troisième méthode, le SIT. Le troisième groupe, c'était du Sprint Interval Training, SIT. Là, il s'agissait de faire des sprints à fond, vraiment all out, effort maximal perçu. Mais la clé ici, et c'est crucial pour comparer, c'est que la charge de travail était équivalente à celle du groupe ASRH-HIIT. On parle de load matching. Concrètement, les joueurs du SIT devaient sprinter sur une distance précise, calculée pour correspondre à ce qu'ils auraient parcouru en 30 secondes, à l'intensité delta prendre pour son ASR du groupe d'à côté. L'hypothèse forte de l'étude, c'était que cet effort maximal, en poussant chacun à sa limite absolue, ça pourrait réduire la variabilité des réponses, plus que les méthodes où l'intensité est juste prescrite, même si elle est individualisée comme avec l'ASR. Bien compris. Ce load matching, ça assure qu'on compare bien le type d'effort maximal versus contrôlé, et pas juste une différence de volume. C'est ça. Et comment les chercheurs ont mesuré les effets de tout ça? Alors, ils ont utilisé un protocole d'évaluation assez complet. Avant et après les 7 semaines d'entraînement, les joueurs faisaient 3 séances de HIIT par semaine, en plus de leur entraînement de foot habituel, bien sûr. Les tests, il y avait des mesures en labo pour les adaptations cardio-respiratoires, VO2 max, bien sûr, les seuils ventilatoires VT1 et VT2, et des indicateurs cardiaques comme le débit cardiaque max, CO max, et le volume d'éjection systolique max, SV max. Pour la puissance anaérobie, c'était le test de Wingate sur vélo. Classique, ça donne la puissance pic, PPO, et la puissance moyenne, APO. Et pour les qualités plus terrain, plus spécifiques au foot?
Exactement. Ils ont aussi regardé les capacités biomotrices clés. La vitesse de sprint max, la MSS, sur 40 mètres avec des temps intermédiaires, la capacité à changer de direction, la COD, via un test d'agilité, le MAT test, et puis la puissance des jambes, avec 2 types de sauts verticaux, le squat jump, SG, et le counter movement jump, le CMJ. Mais au-delà des progrès moyens, l'étude s'est vraiment focalisée sur l'homogénéité des réponses. Comment ils ont fait ça ? Ils ont analysé la dispersion des résultats individuels autour de la moyenne du groupe, en utilisant le coefficient de variation, le CV, et l'analyse des résidus. En gros, plus ces chiffres sont bas, plus les adaptations sont considérées comme homogènes dans le groupe. Le cadre est posé, c'est clair. Alors, les résultats, qu'est-ce que ça a donné? Déjà, est-ce que les 3 méthodes ont marché? Est-ce qu'il y a eu des progrès? Oui, et ça c'est le premier point important. Les 3 protocoles, MASHIT, ASRHIT et CIT, ont tous entraîné des améliorations significatives sur la majorité des paramètres mesurés après les 7 semaines. Donc oui, les joueurs des 3 groupes ont progressé physiquement. Par exemple, la VO2 max a augmenté en moyenne entre 4 et 5,5% selon les groupes. On a vu des améliorations du même ordre pour les seuils, les paramètres cardiaques. La puissance anaérobie sur Wingate aussi a progressé, la puissance pic entre 4,7 et 6,2%. Et enfin, oui, les capacités de saut et de changement de direction se sont améliorées dans tous les groupes. Le temps au test d'agilité a diminué par exemple de 2,1 à 3,9%. C'est mieux, bien sûr. Donc, globalement, on peut dire que le high hit sous ses différentes formes, ça fonctionne. Mais vous avez dit la majorité des paramètres. Il y a eu une exception notable, c'est ça? Exactement. Et c'est là qu'une première différence clé apparaît. Il y a une variable qui ne s'est pas améliorée significativement dans tous les groupes. C'est la vitesse de sprint linéaire maximale, la MSS. Seul le groupe SIT a vu sa MSS augmenter de façon statistiquement significative, une progression de 3%. Pour les groupes MASHIT et ASRHIT, les petites améliorations vues, plus 0,5% et plus 0,4%, n'étaient pas significatives au niveau statistique. Ça, c'est un résultat majeur, hein. Le SIT semble avoir un avantage spécifique pour améliorer la vitesse de pointe. Et ça, en foot, c'est quand même crucial. Très intéressant en effet. Venons-en maintenant à l'homogénéité. C'était l'hypothèse centrale de l'étude. Est-ce que certaines méthodes ont donné des résultats plus constants, plus prévisibles d'un joueur à l'autre? Oui, et là aussi, les résultats sont assez nets. L'analyse de la variabilité avec les CV et les résidus dont on parlait, elle a montré que les groupes ASRIT et SID présentaient une variabilité entre les individus significativement plus faible que le groupe MASHIT. Pour les adaptations cardio-respiratoires, ça concernait spécifiquement la VO2 max, le premier seuil ventilatoire VT1, le débit cardiaque max CO max et le volume d'éjection systolique max SV max. D'accord. Donc, si je résume, utiliser la réserve de vitesse anaérobie, l'ASR, ou carrément le sprint maximal, le SIT, pour guider l'entraînement, ça permet d'avoir des gains d'endurance plus prévisibles, plus similaires entre les joueurs, comparé à la méthode classique basée juste sur la masse. C'est exactement ça. Ça suggère fortement que ces deux approches, ASRHIT et SIT, elles arrivent à mieux cibler le stimulus optimal pour chacun, ou en tout cas à réduire l'éventail des réponses. L'étude note même que, globalement, c'est le groupe SIT qui affichait les coefficients de variation les plus bas pour ses paramètres cardio-respiratoires. Donc potentiellement la meilleure homogénéité des 3. Le site coche donc la case homogénéité pour l'endurance. Mais ce n'est pas tout. Vous avez mentionné son avantage pour la vitesse de sprint. Est-ce que cet avantage, il s'étend aussi à d'autres qualités importantes en foot? Tout à fait. Et c'est l'autre conclusion majeure de l'étude, je dirais. Le groupe SIT, non seulement il a montré des réponses plus homogènes pour l'aérobie, mais il a aussi obtenu des améliorations significativement plus importantes que les deux autres groupes sur toutes les capacités biomotrices mesurées. Alors, la vitesse de sprint max MSS, on l'a dit, plus 3,0% pour le SIT contre environ plus 0,4% pour les autres. La capacité de changement de direction, COD, une amélioration du temps de moins 3,9% pour SIT contre moins 2,8% pour ASRHIT et moins 2,1% pour MASHIT. Moins temps, c'est mieux. Et la détente verticale, plus 5,3% en squat jump pour SIT contre plus 3,9% et plus 3,7% pour les autres. Et surtout, plus 7,2% en counter movement jump pour le SIT contre seulement plus 4,2% et plus 4,1% pour les deux autres. Ah oui, des différences sont quand même assez frappantes. Mais comment on explique ça?
cette double supériorité du site. Plus homogène pour l'endurance et plus efficace pour la vitesse, l'agilité, le saut. L'explication proposée par les auteurs, elle tient à la nature même de l'effort en SIT. Ce côté all-out, à fond. Sprinter à fond, ça sollicite au maximum les fibres musculaires rapides, les types 2, celles qui sont clés pour la puissance, la vitesse. Ça crée aussi un stress métabolique anaérobie très élevé sur les systèmes ATP-PCR et glycolytiques. Et puis, il y a la demande neuromusculaire. Elle est extrême dans un sprint max. Le système nerveux doit recruter énormément d'unités motrices et très vite. Toute cette stimulation intense, ça semble se traduire par de meilleures adaptations pour produire de la force rapidement, le fameux Rate of Force Development, et pour la puissance musculaire en général. Et ça bénéficie directement au sprint, au changement de direction, au saut. Logique. Enfin, on peut aussi penser que ces efforts maximaux, mais intermittents, ça ressemble plus aux exigences des phases de jeu les plus intenses en match. D'accord, ça semble logique. Le SIT a l'air très prometteur sur le papier, mais une question pratique me vient. Ces efforts all-out répétés, c'est pas extrêmement exigeant pour les joueurs. Est-ce que c'est vraiment facile à appliquer pour les coachs sur le terrain, comparé à des intensités cibles plus contrôlées? On pense au risque de blessure, à la fatigue qui s'accumule. C'est une excellente question. Et c'est un point crucial pour l'application pratique, bien sûr. L'étude elle-même, elle ne détaille pas les blessures ou la perception de l'effort sur la durée. Mais c'est évident que le SAIT, c'est très intense, très demandeur. Pour le mettre en place, ça demande une planification rigoureuse, un suivi attentif des joueurs et sûrement des périodes de récup adaptées. Mais les résultats suggèrent que l'effort en vaut la peine. L'étude montre qu'avec une charge de travail globale équivalente, grâce au load matching, le SAIT donne de meilleurs résultats et plus homogènes. Donc pour un entraîneur, le message pourrait être, si le but c'est de maximiser les gains spécifiques au foot, vitesse, agilité, saut, tout en s'assurant que la plupart des joueurs progressent de façon similaire au niveau aérobie, eh bien le SAIT, même s'il est exigeant, c'est une stratégie potentiellement plus efficace que le MASH-HIIT classique ou même que la SRH-HIIT. L'ASR, ça reste mieux que la MAS, pour l'homogénéité, oui. Mais le SIT semble aller encore un cran plus loin, surtout pour la performance pure. D'accord, ça clarifie bien les implications pratiques possibles. Mais bon, comme toute recherche, j'imagine qu'il y a des limites. Oui, bien sûr, et les auteurs en sont conscients et transparents là-dessus. Ils soulignent par exemple que la variabilité génétique n'a pas été contrôlée. Or, on sait que la génétique influence la capacité de chacun à s'adapter à l'entraînement, ce qu'on appelle la traînabilité. Deux joueurs peuvent réagir différemment, en partie à cause de ça. D'autres facteurs externes aussi, la qualité du sommeil, l'alimentation, le stress, même la motivation au jour le jour, tout ça n'a pas été mesuré précisément et a pu jouer un rôle. Et puis, il faut rappeler, l'étude a été faite uniquement sur des footballeurs universitaires masculins. Donc, on ne peut pas affirmer à 100% que ces résultats seraient les mêmes pour des athlètes féminines, pour des joueurs plus jeunes ou plus âgés, ou à d'autres niveaux de compétition. Ok, ça ouvre des pistes pour de futures recherches. Alors pour conclure notre discussion, quelles réflexions, quelles questions ouvertes on pourrait laisser à ceux qui nous écoutent? Une question qui découle un peu de ces limites, ce serait comment on pourrait intégrer encore plus finement tous ces facteurs individuels, la génétique, le style de vie, les aspects psychologiques, dans la prescription de l'entraînement? Est-ce que les technologies de demain, les capteurs portables, les analyses génétiques plus simples, le suivi psychométrique, nous permettront d'aller vers une individualisation encore plus poussée pour avoir des adaptations quasi sur mesure pour chaque athlète? Ou peut-être plus pragmatiquement, comment ces résultats se transposent? Est-ce que le HIIT serait aussi supérieur dans d'autres sports avec des exigences différentes ou chez des populations moins entraînées? C'est un peu ça la recherche de la méthode d'entraînement parfaite. C'est une quête sans fin et c'est ce type d'étude qui la nourrit. Une perspective fascinante en effet. Bon, pour résumer les points clés de notre exploration de cette étude de Peng et collaborateurs parue fin 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine, le Sprint Interval Training, le SIT, quand il est appliqué avec une charge de travail équivalente, load matched, eh bien il se distingue vraiment comme une méthode très efficace pour les footballeurs. Il semble non seulement donner des améliorations cardio-respiratoires plus homogènes dans l'équipe que les méthodes basées sur la masse et de manière comparable à celles basées sur l'ASR, mais surtout il génère des gains significativement supérieurs sur des qualités physiques essentielles en foot, la vitesse max, l'agilité et la puissance de saut. Alors pour tous les passionnés de sciences du sport, les entraîneurs, les athlètes qui veulent creuser le sujet, on vous recommande vivement de lire l'article original. Vous y trouverez toutes les données chiffrées, les détails de la méthode, l'analyse statistique complète, c'est très riche.
Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations de sources clés sur des sujets variés.